secret des richesses culturelles et historiques de la Perse ancienne est plus fort que tous les préjugés. En route vers 10 000 ans d'une histoire glorieuse et mouvementée. L'extrême diversité ethnique actuelle résulte des nombreuses invasions et migrations de peuples qui ont de tout temps traversé la Perse ou s'y sont arrêtés. Aujourd'hui, tous leurs descendants sont fiers d'être persans. L'histoire de la Perse commence ici, au musée de Téhéran. Les premiers témoignages de la présence de l'homme remontent au Paléolithique, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Chasseurs-cueilleurs, ils nous ont laissé ces témoignages. Puis l'homme se sédentarise, il devient agriculteur-éleveur. Nous sommes au Néolithique. Au 6e millénaire avant notre ère, les peuplades néolithiques fabriquent des figurines de terre cuite et des poteries utilitaires suivant la technique du colombin et simplement cuites sur un feu de broussailles. Elles seront plus tard décorées. La proximité de la Mésopotamie et de la civilisation sumérienne d'Uruk influence l'ouest de la Perse, et au 5e millénaire apparaît et grandit dans la région de Suse une civilisation urbaine qui sera réputée pour ses poteries raffinées aux motifs variés. Le four est inventé au 4e millénaire. Il se perfectionne et permet d'augmenter la production, d'autant plus qu'à la même époque apparaît le tour. De nombreuses poteries ont été trouvées dans des tombes. Elles accompagnaient le défunt dans l'autre monde. En Mésopotamie, vers 3300 avant Jésus-Christ, apparaît l'écriture cunéiforme, tracée dans l'argile fraîche à l'aide d'un roseau taillé en biseau, écriture dont les caractères ont la forme de clous, d'où son nom. Puis ce sont les hiéroglyphes en Égypte. Vers le milieu du 3e millénaire avant notre ère, les artisans officiant à la cour maîtrisent l'art du verre, ainsi que le travail du bronze, les matières premières provenant des monts du Zagros, tout proches. Les Sumériens avaient inventé la roue au 3e millénaire. Elle recevra des renforts de bronze au millénaire suivant. Vers le 2e millénaire apparaissent les ritons, récipients zoomorphes à long bec verseur, utilisés lors de rituels religieux. Ils seront en terre cuite, et même en or à la fin du millénaire. Ici, le code des lois rédigé par Hammurabi, roi de Babylone, vers 1750 avant Jésus-Christ. C'est l'un des plus anciens recueils de textes de lois. Le roi Hammurabi se tient debout devant le dieu Shamash. Il porte sa main devant sa bouche en signe de respect. Le dieu lui tend un anneau, symbole du pouvoir. Le message est clair. Hammurabi a énoncé ses lois sous l'inspiration du dieu Soleil, obéissant ainsi à la volonté divine. Égard aux éventuels profanateurs, l'épilogue les menace de malédiction. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le roi d'Élam, vainqueur de Babylone, prend la stèle et l'emporte à Suse. Mais au siècle suivant, Suse est pillée et brûlée en représailles par Nabuchodonosor Ier. La stèle sera redécouverte en 1902 par une mission archéologique française. L'original est au Louvre. Ce taureau de terre cuite émaillé, daté de 1250 avant Jésus-Christ, ornait l'entrée nord-est d'une ziggourate, sorte de temple à degrés. L'apogée de la Perse antique se situe au milieu du 1er millénaire avant notre ère, avec la dynastie achéménide. L'art achéménide est caractérisé par le goût du monumental. Nous le découvrirons à Persépolis. On approche du début de notre ère avec ce cavalier parthe en bronze qui révèle les détails de son habillement. Suivent les périodes grecques et romaines qui terminent la visite des collections de la Perse antique.
Le nom de Cyrus le Grand est associé à Pasargade. Là s'élève son tombeau. C'est sur ce plateau, à 1900 mètres d'altitude, qu'il aurait définitivement triomphé des Mèdes en 550 avant Jésus-Christ. Seul vestige intact, le tombeau veille sur les ruines de la première capitale achéménide. Les auteurs anciens décrivent la richesse de la sépulture. Elle fut depuis lors pillée. Le fondateur de l'Empire perse fait ériger un complexe palatial grandiose, au milieu de vastes espaces verts, irrigués par de nombreux canaux, entrecoupés de bassins tous les 14 mètres. Ici, le palais privé. Il y avait 40 colonnes. Et à l'est, il y avait 2 galeries allongées. Colonnes dans les galeries arrivaient jusqu'à un tiers de l'auteur des colonnes dans la salle centrale, pour avoir la lumière. Bon, comme vous voyez, le sol du palais était recouvert par 2 couches de pierre. La capitale se trouvait où logeait le roi. Il se déplaçait. Ici, à Suse, Écbatane, Babylone. 1400 mètres carrés de superficie, une salle centrale avec 8 colonnes. Le toit arrivait jusqu'à 16 mètres en comptant les chapiteaux. Vous voyez, le seul colonne qui est resté debout après 25 siècles. Il mesure 13 maintenant. Je vais vous montrer ces sculptures. Il ne reste grand chose. On dit peut-être c'est Déa, le dieu des œufs. Une porte monumentale donnait accès à la ville. Il n'en reste que ce jambage, gravé d'un génie ailé d'inspiration assyrienne, et portant l'inscription en cunéiforme « Moi, Cyrus, le roi achéménide, ai construit ceci. » Direction Persépolis. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Perses sont établis dans la région du Fars, dans l'actuel Iran. Cyrus II le Grand soumet la Mésopotamie, puis son fils Cambyse II s'empare de l'Égypte, et après lui, Darius Ier poursuit la politique de conquête de ses prédécesseurs. Son empire s'étend alors de la Thrace à l'ouest à l'Indus à l'est. Il est alors à son apogée. Darius établit sa capitale à 50 km de Pasargade, au pied du mont de la Miséricorde. Il fallut tailler dans les parois rocheuses pour ériger une terrasse artificielle de 450 mètres de long sur 300 de large. Ainsi naquit Persépolis, vers 518 avant Jésus-Christ, à l'image de la royale ambition de Darius le Grand. Le palais est achevé par ses successeurs, Xerxès et Artaxerxès, un symbole que l'orgueilleux Alexandre le Grand réduit en fumée en 330 avant Jésus-Christ. Visite des ruines royales. D'après les tablettes d'argile qu'on a retrouvées sur place, tous ces édifices, ainsi que les édifices de l'époque achéménide, sont construits par les ouvriers de la région qui étaient engagés à la journée et dont le salaire était tiré du trésor royal. Personne ne travaillait gratuit ici, même les prisonniers de guerre, ils étaient payés. Et on en a la preuve, ces bons de paiement pour les ouvriers et les contremaîtres, gravés sur 30 000 de ces tablettes d'argile. La comptabilité de l'Empire, en somme. Les représentants des pays vaincus d'un côté, les dignitaires perses se mettent de l'autre côté, ils remontaient, et ils se croisaient ici. Jusqu'en face de la porte des nations, c'est l'entrée principale des palais de Persépolis, construite sous le règne du roi Xerxès, le fils de Darius. Vous approchez, s'il vous plaît. À l'avant de la porte des nations, des taureaux colossaux, d'inspiration assyrienne. Et à l'arrière, 2 sphinx. Peyman, quelle en est la signification? La tête de l'homme, l'intelligence, corps de taureau, la puissance et les ailes de l'aigle, la liberté. En suivant l'allée des processions, on atteint la porte inachevée. Vous voyez, ce sont des blocs. Après, sur place, on taillait. La tête de taureau peut-être d'ici un peu. La construction était entamée à l'époque du roi Artaxerxès, le fils de Xerxès. Ils ne sont pas arrivés à le finir. Déjà, l'armée d'Alexandre sont arrivés. Et après, ils traversaient dans la cour. Ils étaient reçus là-bas, dans le palais aux 100 colonnes.
4900 mètres carrés de superficie, 10 rangées de 10 colonnes dont l'auteur arrivait jusqu'à 12 mètres en comptant les chapiteaux. Ici, les chapiteaux étaient au protombe de taureau. Et entre l'espace vide, on mettait des poutres qui étaient faites en tronc du cèdre provenant de Liban. On les voit ici au Musée national de Téhéran. Le trésor, centre administratif et financier de l'Empire achéménide, pillé par Alexandre le Grand. D'après Plutarque, il fallut 10 000 paires de mules et 5 000 chameaux pour le transporter. Nous rejoignons les parois de soutènement de l'Apadana. Les parois sont recouvertes de frises sculptées de bas-reliefs, représentant sur 3 registres l'arrivée de toutes les délégations de l'Empire, apportant leur tribut au roi des rois, exprimant ainsi fidélité et soumission. Des cyprès, symboles de longévité, séparent les délégations qui sont guidées soit par un Perse, soit par un Mède. Mais Péman, pourquoi Darius associait-il les Mèdes? Le père de Cyrus, le fondateur, il était un Perse et sa mère, la fille du dernier roi des Mèdes. Donc c'est pourquoi nous avons toujours les Perses et les Mèdes. On reconnaît les Perses à leur tiare cylindrique, vêtements larges et plissés, les Mèdes à leur coiffe ronde, vêtements courts et serrés. Empruntant l'escalier des tributaires, nous pénétrons dans l'Apadana, salle d'audience de Darius, puis de son fils Xerxès. Une salle centrale, dans la salle centrale, il y avait 6 rangées de 6 colonnes. L'auteur arrivait jusqu'à 20 mètres en comptant les chapiteaux. L'épaisseur des murs, c'est presque 6 mètres pour pouvoir supporter le poids du toit, qui était fait en tronc du cèdre. Le paroi intérieur du palais était décoré avec les briques vernissées dans le musée d'archéologie de Téhéran, vous avez vu. C'est là que Darius et Xerxès, son fils, recevaient en audience publique. Voici un Mède en position de respect. À proximité immédiate se dresse le Takshara, palais privé de Darius le Grand. Ces portes monumentales, finement sculptées, sont tout ce qu'il en reste. Ici, ces bas-reliefs étaient colorés et incrustés de pierres précieuses, de l'or, de l'argent. Les blocs de l'escalier étaient ajustés et liés ensemble par des fers en double queue d'aronde, noyés dans du plomb pour éviter la rouille. Une innovation en ce VIe siècle avant Jésus-Christ. Plus loin se trouve le palais de Xerxès, le Hadish, en très mauvais état, et 2 autres constructions. Les fouilles ne sont pas achevées. Surplombant le site, les tombes d'Artaxerxès II et Artaxerxès III veillent sur Persépolis. Leur architecture reprend celle de leurs prédécesseurs que nous allons maintenant visiter. En route vers Nashké-Rostam. C'est là que les grands souverains achéménides se firent inhumer, dans des tombes rupestres creusées dans la falaise. Xerxès, Darius Ier, Artaxerxès Ier et Darius II. Les tombeaux ou tchélipas sont identiques, cruciformes. Seul celui de Darius porte des inscriptions en cunéiforme, ce qui permit de l'identifier. À l'intérieur, 9 sarcophages en forme d'auge, recouverts d'un monolithe convexe, aujourd'hui vide. La litière du roi est portée sur le dos des 28 représentants des pays vaincus, les 28 satrapies qui constituaient le grand empire achéménide au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le roi, sur un piédestal, est dans une attitude de respectueuse vénération. Face à lui, brûle le feu sacré. Au-dessus de sa tête, plane son ange gardien. 8 siècles plus tard, les souverains de la dynastie sassanide
choisirent aussi cet endroit pour graver leurs exploits les plus héroïques ou la cérémonie de leur investiture. Au-delà de cette construction appelée cube de Zoroastre, d'autres bas-reliefs ont envahi la falaise. Ici, l'effigie du roi Bahram II, entouré de la famille royale. Ce bas-relief a été sculpté sur un autre qui remonterait à la période élamite, au 2e millénaire avant notre ère, ce qui expliquerait la vénération pour le lieu. À l'extrême sud, la cérémonie d'investiture du roi Ardeshir Ier, fondateur de la dynastie sassanide, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Le roi reçoit le diadème enrubanné des mains du grand mage d'Ahura Mazda. Que signifie le geste de sa main gauche? 5e siècle, avant Jésus-Christ, sous les Achéménides, le signe de respect était comme ça. Mais à l'époque sassanide, 3e siècle après Jésus-Christ, qu'on voyait là-bas, c'était comme ça, le signe de respect. Le cheval royal écrase Artaban V, dernier roi parthe et ennemi vaincu. Les sabots du cheval du grand mage écrasent Ahriman, l'esprit du mal. Nous quittons Persépolis sous le regard dédaigneux d'un chat d'Iran. C'est ainsi que s'achève notre voyage en Iran, pays à l'exceptionnel patrimoine, témoin d'une civilisation plusieurs fois millénaire.